Bonjour à tous et on est ravis de vous accueillir pour ce deuxième webinaire lié à la crise du coronavirus et à notre confinement à tous et aux solutions qu'on peut mettre en place avec vous. Donc surtout si certains n'ont pas pu assister au premier webinaire de mardi qui était justement consacré aux aides, n'hésitez pas à nous demander. On a le support qui est en téléchargement sur notre site. Et vous pourrez également avoir le lien vidéo. Donc, vous allez avoir donc une présentation de Jean-François et Imen comme mardi qui vont vous présenter toutes les mesures liées à la gestion de trésorerie. Aujourd'hui, on accueille encore tous nos clients du groupe Fideliance, donc les clients Fideliance, Action Expertise, également les clients d'Auge Fideliance et Exinco. Et je vais laisser la parole à Jean-Luc Fabot, président du groupe, qui va nous faire une petite introduction. Jean-Luc, c'est à toi. Oui, merci Emmanuel. Bonjour à tous. Et puis déjà, j'espère bien que tout le monde et toutes vos familles sont en bonne santé parce que c'est quand même une épreuve un peu inhabituelle. Et puis il y a aussi bien sûr la santé des entreprises, de vos entreprises. Alors le financement, sur le sujet du financement, et je vais vraiment parler que 2 ou 3 minutes avant de laisser la parole à Imen et à Jean-François. Mais le financement, il y a 2 paramètres qui sont importants dans le financement. Il y a à la fois le paramètre de la durée du confinement. Et normalement, ce confinement va s'arrêter. Le président de la République a dit un retour, la fin du confinement le 11 mai prochain. Et puis le deuxième paramètre, c'est aussi la durée du déconfinement progressif, parce qu'on ne sera pas dans un déconfinement total tout de suite. Et puis on a aussi tout un secteur d'activité qui est très très important en France, c'est tout le secteur du tourisme et bien sûr des hôtels, des restaurants, de l'événementiel, etc., des spectacles, qui eux, on ne connaît pas la fin de la durée du confinement. Vous voyez, donc ça, ce sont des durées précises. Et c'est pour ça que sur le financement, quand vous allez faire vos demandes de financement, il faut bien prendre en évidence ces 2 paramètres, essayer de bien les prendre en évidence, parce que ce qui va être le plus important dans les semaines et les mois qui viennent pour vous, vous le savez autant que moi, c'est le cash. C'est le cash. Et par contre, et ça, je vous avais fait une communication il y a quelques jours. Dans la mesure du possible, il ne faut pas agir vers de bloquer ou retarder le paiement de vos fournisseurs. Parce que si tout le monde fait ça, comme on est le fournisseur ou le client de tout le monde, eh bien, on peut complètement, collectivement, faire écrouler l'économie. Donc ça, je pense que c'est important à redonner comme message. Alors, le gouvernement a mis plusieurs éléments en place. Ils sont encore, je pense, encore insuffisants là-dessus. On est en train de se battre au niveau de la profession sur certains points du PGE, etc. Ce sera de toute façon évolutif parce qu'on voit bien que le gouvernement évolue aussi en fonction de la situation. Mais voilà, en tout cas, la trésorerie va être extrêmement importante. Il faut passer cette période, il faut passer ce tunnel. Et bien évidemment, ce sera le mot de la fin avant de laisser la parole à Jean-François Imen. Comme vous le savez, notre cabinet est là pour vous aider au mieux dans cette période très délicate. On a l'habitude de vous assister, mais là, notre rôle, il est encore plus primordial face à cette situation inédite. Et puis, j'espère bien que dans quelques semaines, dans quelques mois, tout ça sera derrière nous. Voilà, bonne conférence à tous. Et puis, je ne sais pas si c'est Imen ou Jean-François qui prenait le relais. Merci à tous. Ce sera honneur aux hommes pour cette fois. Voilà, allez Jean-François. Bonjour à tous, merci d'être avec nous. On va parler de la crise. Alors, la crise, c'est pas forcément un mot qui fait plaisir, et pourtant, on est en train de l'entendre un peu partout. C'est un mot qui inquiète, puisqu'on avait une crise sanitaire qui se transforme en crise économique, on commence à parler de crise sociale. Je pense qu'il faut toujours se rappeler de l'étymologie des mots. En latin, crise, ça vient du mot crisis, manifestation d'une maladie grave. Donc, c'est finalement une maladie qui se manifeste à nous. Mais en grec, ça veut aussi dire rupture d'équilibre.
Et ces deux définitions, finalement, elles correspondent un peu à ce qu'on va dire, parce que effectivement, on a eu une crise, on est en train de vivre une crise économique. Une crise économique dans le Larousse, c'est dégradation brutale de la situation économique, donc on est tous d'accord, d'un pays, donc là c'est mondial, donc c'est qui entraîne une augmentation du chômage, une baisse du produit intérieur brut et un accroissement du nombre de faillites et une baisse du pouvoir d'achat. Donc clairement, on est dans une crise avec une rupture qui va être lourde et tout ce qu'on va vous détailler là sur le financement et la gestion du cash, c'est pour lutter contre ça. Et moi, je vous invite à réfléchir au travers de cet échange à deux questions qui rejoignent ces deux définitions. D'abord, comment vais-je faire pour tenir la secousse? Parce que va y avoir du mouvement, il va y avoir des difficultés de trésorerie, des clients qui vont pas vous payer, il va y avoir des difficultés. Donc, comment vais-je faire pour tenir? Puis la deuxième question qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'il y a une rupture d'équilibre dans une crise. Et donc, quelle sera votre place dans le nouvel équilibre? Comment vous allez gérer votre nouvelle activité dans le nouvel équilibre? C'est un point qu'il va falloir travailler. Alors, la première question que tout le monde se pose, c'est quand est-ce qu'on va pouvoir sortir? Alors, sur la sortie de crise, c'est toujours assez intéressant de regarder les analyses d'il y a un mois pour voir que personne ne sait grand-chose. On a fait un peu tout de l'alphabet, mais ce qui est important, c'est d'avoir, comme le disait Jean-Luc, des scénarios de sortie. Alors, dans les scénarios de sortie, on envisageait au départ le V, qui est en fait un chiffre d'affaires qui repart très vite, parce qu'au début, on a dit finalement c'est une crise qui ne va pas beaucoup toucher l'économie. Bon, aujourd'hui, tout le monde ressent bien que ça fait déjà un certain temps et que la reprise va plutôt être en U, un U qui s'étend. Donc un chiffre d'affaires qui va rester bas sur un trimestre ou deux, puis repartir en fin d'année. C'est quand même dans les prévisionnels les plus fortes probabilités, sauf pour certains secteurs, je pense notamment au tourisme international, où là on commence à dire peut-être qu'il il va y avoir une détérioration longue et stable, donc un schéma en L. C'est important d'avoir en tête ces scénarios et d'être capable de travailler dessus. Parce que dans les mois qui vont venir, votre activité, elle sera dans une gestion de l'incertain. Et c'est important de l'avoir en tête parce que la gestion de l'incertain, ça veut dire qu'il va falloir s'adapter à des changements de comportement. Je prends un exemple tout bête, le scénario en W. Si demain vous avez de nouveau un confinement dans 3 mois parce qu'on n'a pas réussi à maîtriser, donc on a des zones qui sont de nouveau contraintes au niveau de leur flux humain, le secteur du BTP par exemple, vous êtes peintre, vous devez aller chez les gens, et du jour au lendemain vous ne pouvez plus y aller. Donc il faudra s'adapter à ces nouveaux comportements des clients et faire face à ces différents scénarios, puisqu'on n'est pas dans un schéma où finalement l'année 2020 et 2021 va se dérouler simplement. Alors comment faire pour gérer face à tous ces mouvements? 4 choses simples, 4 règles simples qu'on a identifiées et qu'on vous propose. D'abord, et Imen en reparlera après, limiter les sorties de cash à court terme. Donc ça, c'est tout ce qu'on a vu sur les aides mardi, et puis tout ce qu'on va voir sur le financement. La trésorerie, c'est quand même votre liberté et votre capacité justement à pouvoir investir. Si on prend un exemple simple, le digital aujourd'hui, on voit bien que tout le monde se rue vers le digital avec le confinement. Il faut un minimum d'investissement. Si demain vous dites, moi le digital, il faut que j'y aille plus pour mon entreprise. Donc si vous n'avez pas la trésorerie pour le faire, vous serez coincé à moyen terme. Donc limitez le cash pour garder cette trésorerie pour vous donner à moyen terme des mouvements. Allez chercher des financements. Donc ça, c'est aller voir vos banquiers, vos actionnaires, vos fournisseurs pour essayer de trouver des solutions. Envisagez dès à présent des mesures plus radicales. Alors bon, c'est sûr que le scénario n'est pas rose. Ceci étant dit, vous avez connaissance de votre activité. Vous savez qu'il y a certaines zones avec des difficultés de marge, avec des incertitudes, avec parfois des choses qui fonctionnent pas.
Ces sujets-là, il vaut mieux les régler en début de crise qu'en fin de crise, parce qu'ils peuvent vous tuer. Donc, les solutions plus radicales, malheureusement, il faut les prendre. Quand vous êtes dans une piste de ski, sur une piste bleue, vous pouvez prendre le temps de tourner. Sur une piste rouge, il faut y aller un peu dans les tournants et donc des fois prendre des solutions plus radicales. Et enfin, se concentrer sur l'essentiel. Votre activité, donc beaucoup d'activités, on a 80% de l'activité qui est essentielle et puis 20% qui sont du développement ou qui sont du ponctuel. Concentrez-vous à court terme sur l'essentiel et soignez vos partenaires. Votre réseau, ce sera votre meilleur soutien pour redémarrer, que ce soit le réseau bancaire, que ce soit les fournisseurs avec qui vous travaillez. Concentrez-vous pour que vous travaillez main dans la main, parce que vous aurez besoin de leur souplesse demain. Alors, maintenant, on va aborder la question concrètement, mais où trouver du cash? Donc, des réflexes classiques, mais également donc, comment gérer donc, les échéances auprès de sa banque. Alors, limiter les sorties de cash à court terme, c'est ce que vous avez commencé à faire depuis le mois de mars, le gel des dépenses fiscales et sociales avec les reports de charges. Focus sur également les dépenses et investissements vitaux, on se recentre sur l'essentiel. Vous avez également mis en place pour beaucoup d'entre vous le chômage partiel depuis le mois de mars. Et donc là, maintenant, vous avez certainement attaqué ou vous allez faire des demandes auprès de vos banques pour rééchelonner des emprunts bancaires en cours, qui soient sur du court terme ou sur du long terme. Et il faut également envisager, malheureusement, dans ce contexte, des mesures beaucoup plus radicales avec un effet à long terme. Donc, comme l'a expliqué en préambule Jean-François, c'est peut-être recentrer l'activité sur des marchés porteurs ou couper une branche qui n'est pas rentable et qui pourrait vous causer des soucis à moyen terme. Et aussi, sur le plan social, peut-être geler certains recrutements, rompre certaines périodes d'essai. Voilà. C'est des choses qui peuvent être envisagées, qui peuvent aussi ne pas l'être, mais il faut avoir quand même en tête cette notion de mesures vraiment drastiques. Alors, rééchelonner les échéances d'emprunt, ça peut être donc les emprunts en cours. Par exemple, si vous avez des lignes de crédit à court terme, c'est de les repasser sur du moyen terme, de 2 à 7 ans par exemple, et puis demander également une suspension de vos crédits pendant 6 mois. Voilà, donc il y a eu un plan d'urgence qui a été mis en place, la Fédération du réseau bancaire a indiqué, préconisant ainsi ce genre de mesures et invitant l'ensemble du réseau bancaire à aider les entreprises dans ces démarches-là. Voilà, donc de manière générale, où trouver du financement, donc c'est des crédits de trésorerie, c'est les augmentations aussi de découvert. Vous pouvez également vous rapprocher de la BPI pour financer des factures et puis également réaliser des croissances internes en faisant intervenir des nouveaux actionnaires. Voilà. Donc, on a voulu faire un focus sur l'engagement des banques parce qu'aujourd'hui, concrètement, sur le terrain, il y a pas mal de banques qui jouent le jeu, mais il y a d'autres banques qui ne le jouent pas. Donc, on voulait reprendre l'historique en fait de comment ça a été initié, ce report d'échéance. Donc, on a eu un communiqué de presse de la Fédération bancaire qui date du 15 mars. Qui a annoncé au cours de ce communiqué de presse qu'il va y avoir des mesures concrètes, mais ce ne sont que des engagements des banques, ce n'est pas la loi qui impose notamment les reports d'échéance, mais en tout cas dans ce communiqué de presse, la Fédération bancaire a listé un certain nombre de mesures auxquelles en principe les établissements bancaires sont censés mettre en œuvre pour vous. Donc on va les lister, c'est la mise en place de procédures accélérées d'instruction des dossiers, parce qu'on est dans une situation qui est extrêmement tendue, avec un délai de traitement de 5 jours, le report jusqu'à 6 mois des remboursements, la suppression des pénalités et des coûts additionnels de report d'échéance. Donc on voit aussi dans certains dossiers, malheureusement, que certaines banques appliquent ces pénalités.
Voilà, donc je vous le rappelle, hein, ce n'est pas la loi qui impose malheureusement ce report, ce n'est qu'un engagement et parfois certaines banques ne jouent pas le jeu. Et puis évidemment, les banques sont le relais des mesures gouvernementales, comme on a pu le voir avec la BPI, qui se porte garantie pour une part assez importante dans les emprunts, notamment du PGE, sur lequel nous reviendrons plus tard. Donc vous voyez bien qu'on a quand même une pression qui a été donnée sur les établissements bancaires, une pression positive, hein, qu'ils assument leur rôle. Sachez au passage qu'au niveau de Fideliance, Jean-Luc, que vous avez entendu, a lancé un observatoire au niveau du syndicat. Donc si vous avez des problématiques avec les banques sur le PGE ou sur des difficultés, on verra qu'il y a des solutions, mais surtout, n'hésitez pas à nous faire remonter ces informations et nous, on essaiera d'en faire le relais. C'est quand même un moment intéressant pour vous de travailler main dans la main avec les banques, sachant qu'on a un État beaucoup plus présent dans la relation bancaire qu'il n'a pu l'être hors de cette période. Et donc, on sent une bienveillance et une volonté des banques d'intervenir avec plus de facilité. Donc, il faut pousser sur ces reports si vous sentez des difficultés. Vous n'avez pas la loi avec vous, mais vous avez quand même le gouvernement qui regarde d'un œil bienveillant derrière et qui fait en sorte que ça tourne, et un autre acteur qu'on verra plus tard, le médiateur du crédit. Alors, est-ce qu'on peut parler un peu du PGE, ce fameux prêt dont on entend parler tous les soirs aux 20h? Oui, tout à fait. Alors, on va vous exposer le fonctionnement général du PGE, hein, quelles sont les entreprises qui sont éligibles, les montants, les durées, le taux, comment le mettre en œuvre. Et puis, on reviendra aussi sur les éclaircissements qui ont été apportés ces derniers jours et comment faire pour arriver à un succès, enfin une acceptation de son dossier de PGE. Alors tout d'abord, il faut savoir que le PGE, donc là on a mis la liste des acteurs bancaires. Alors on les a pas tous. Donc il y a des néobanques comme on les appelle, ou des banques toutes nouvelles, notamment j'avais en tête Conto, qui sont pas présents. Alors nous, on dit toujours, on conseille toujours de plutôt avoir deux banques dès que vous avez une structure qui a un petit peu de problématique. Si jamais vous avez une néobanque, pas de pot, ils peuvent pas faire les PGE. Donc, il faut à ce moment-là se tourner vers un des acteurs que vous avez là pour demander un prêt garanti par l'État. Alors, quelles sont ces entreprises qui sont éligibles à l'offre? Donc, ce sont toutes les entreprises et associations qui répondent aux critères suivants, c'est-à-dire donc être déjà une personne morale ou physique, une association ou une fondation ayant évidemment une activité économique, être inscrite au répertoire national des entreprises. Et ça comprend évidemment les commerçants, les artisans, les exploitations agricoles. On nous a souvent posé la question de savoir si une exploitation agricole pouvait bénéficier du PGE. Donc oui, une exploitation agricole peut bénéficier du PGE. Les professions libérales et y compris les micro-entrepreneurs. Alors, je vous rappelle que ne sont pas concernés, sont exclus du dispositif les SCI, tout ce qui est activité purement patrimoniale, ne sont pas éligibles au PGE. Alors, les entreprises également en procédure collective. Alors, qu'est-ce qu'on entend par procédure collective? Si, par exemple, vous êtes en cours de procédure de redressement ou de liquidation, évidemment, vous ne pouvez pas être éligible au PGE. Par contre, si vous êtes en cours d'appurement d'un plan de redressement qui a été acté avant le 23 mars, vous êtes éligible au PGE. Si vous faites également l'objet d'une procédure ad hoc, c'est-à-dire à l'amiable, vous êtes éligible au PGE. Bon, on reviendra sur cette notion d'entreprise en difficulté un peu plus tard dans les slides, puisqu'au-delà de ça, au-delà de ce que prévoit la loi, on a d'autres freins concernant les entreprises en difficulté qui peuvent faire obstacle à l'obtention du prêt garanti par l'État. Voilà, il est important de rappeler à ce stade que l'État, il est comme vous et nous, hein, il tâtonne un peu.
Donc aujourd'hui, on a vraiment les piliers d'une stratégie pour aider avec ces prêts garantis, mais clairement sur les contours, au fur et à mesure que le temps passe, on voit bien qu'il y aura des nouvelles choses. Donc on vous présente aujourd'hui la photo à date, mais notamment sur les procédures, les entreprises en difficulté, il est possible, voire probable, qu'il y ait un peu d'évolution par la suite. Alors, ce nouveau prêt, c'est quoi? C'est pas un prêt classique, puisqu'en fait, c'est un prêt qui est structuré par la loi et qui, derrière, remonte à des fonds publics au travers de la garantie de l'État. C'est un prêt avec une franchise de remboursement pendant 1 an. Donc, vous pouvez ne rien rembourser pendant les 12 mois qui viennent, ce qui vous permet clairement d'avoir un afflux de trésorerie pour pouvoir supporter les difficultés sur les 12 mois qui vont venir au niveau de votre trésorerie. Au bout d'1 an, le client pourra soit rembourser. Donc, si tout s'est bien passé, vous n'avez pas eu besoin de cette trésorerie, eh ben, parfait. Si jamais, par contre, votre marge faible pendant ces mois ou votre baisse d'activité avec une marge faible a entraîné du déficit et du coup a généré des pertes et fait que vous n'avez plus de trésorerie, à ce moment-là, vous pourrez étaler ce remboursement si vous avez utilisé le prêt pendant les 5 années. L'objet du prêt, ça c'est très clair, c'est de soutenir la trésorerie de l'entreprise. Donc, c'est pas pour faire des investissements, c'est pas pour faire des rachats, c'est vraiment pour soutenir la trésorerie entre le 16 mars 2020 et le 31/12 inclus. Alors, le montant. Le montant, c'est le montant qui est demandé par l'entreprise. Alors, vous allez dire, oui, mais pourtant, on parle tout le temps de 25% du chiffre d'affaires. Oui, mais c'est très important d'avoir en tête que l'essentiel et le plus important quand vous déposez un dossier PGE, c'est de montrer que vous avez besoin d'argent et de pouvoir justifier et estimer de façon précise ce montant. Il y a des plafonds, 25% du chiffre d'affaires sur la base du chiffre d'affaires 2019 ou du dernier chiffre d'affaires constaté lors du dernier exercice. Il y a aussi un autre mode de calcul qui existe si vous êtes une société innovante, parce qu'au départ, on n'a pas forcément du chiffre d'affaires tout de suite. Donc là, c'est 2 fois la masse salariale France, puisque vous pouvez avoir des succursales à l'étranger et hors cotisation patronale. Enfin, il y a un troisième calcul, c'est pour les entreprises qui ont été créées depuis le 1er janvier 2019, où là, pareil, on va être sur la masse salariale prévisionnelle. Donc ça, c'est pour toutes les jeunes activités. On va prévoir les 2 années futures d'activité et on va calculer la base à partir de cette masse salariale. Donc, voilà pour les sociétés commerciales. Un petit mot sur les associations. Donc, il y a une fiche qui a été faite pour justement déterminer ce montant plafond de PGE, puisqu'il est disponible pour les associations qui ont une activité économique. En fait, c'est le chiffre d'affaires, hors toutes les subventions que vous pouvez recevoir et les dons. Donc, je ne vais pas dans le détail à ce stade. Il est probable qu'on fasse un webinaire dédié aux associations dans le futur parce que les calculs peuvent être un petit peu plus compliqués que ce qui est présenté ici. Alors, en matière de durée et de garantie, donc comme vous l'a dit juste avant Jean-François, il y a une première partie de 12 mois, donc c'est-à-dire que vous souscrivez l'emprunt et il y a un différé de paiement au bout de 12 mois. Donc en capital, en intérêt et en accessoires. Et au plus tôt 4 mois ou au plus tard 2 mois avant la date d'échéance du prêt, l'emprunteur, il a la faculté seul de reporter ou d'échelonner ces sommes dues, donc le capital seulement, sur une période ne pouvant excéder 5 ans. C'est-à-dire qu'au total, vous remboursez le prêt sur une durée maximale de 6 ans. Enfin, en tout cas, vous en avez la possibilité.
Donc ces prêts sont garantis par l'État au travers de la BPI. Et cette caution, cette quotité garantie par l'État au travers de la BPI, elle est différente suivant la taille de l'entreprise. Hein. Donc 90% pour les entreprises de moins de 5000 salariés et moins d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Elle est de 80% pour les entreprises de plus de 5000 salariés, mais ayant un chiffre d'affaires inférieur à 5 milliards d'euros. Et pour toutes les autres, donc celles qui ont plus de 5 milliards d'euros de chiffre d'affaires et plus de 5000 salariés, elles auront une garantie de 70% par la BPI. Un tout petit point sur le timing. Il faut bien voir que, étant donné qu'il y a un différé de 12 mois, vous pouvez avoir le réflexe d'aller au plus vite pour obtenir votre prêt. D'une certaine manière, vous aurez raison, parce que peut-être qu'il n'y en aura plus à un moment donné. Ceci étant dit, les enveloppes sont quand même très très larges au niveau national, donc on a encore un petit peu de temps. Et d'autre part, la date de démarrage va vous limiter sur le différé d'amortissement. Donc ayez bien en tête que ce n'est pas forcément une mauvaise stratégie que d'attendre un peu avant de faire votre demande PGE pour y voir plus clair et aussi pour avoir un remboursement qui commence un peu plus tard. En ce qui concerne le taux, c'est un point important parce qu'on entend beaucoup de ce prêt, mais on ne sait pas trop combien il coûte a priori. Alors si, on sait combien il coûte. D'abord, en année 1, il va coûter 0% plus 0,25 pour le coût de la garantie de l'État. Donc, on a quand même un taux pour financer le fait que l'État, qui doit derrière se financer pour pouvoir être garant, fait payer finalement ça. Mais en année 1, il n'y aura pas de prise de marge, d'une certaine manière, par les banques sur cette forme de prêt relais, ce prêt trésorerie. En phase d'amortissement, s'il y a amortissement, à ce moment-là, il y aura des taux qui correspondra au coût de refinancement de la banque avec un minimum de 0%, bon, ça c'est normal, auquel sera ajouté le coût de la garantie de l'État. Ce qu'il faut voir ici, c'est qu'il y a quand même une certaine liberté au niveau des différents établissements sur les conditions bancaires de cet emprunt. Donc, si vous avez plusieurs banques, n'hésitez pas à aller faire le tour des banques pour voir les conditions, parce que les conditions pourront être un petit peu différentes d'une banque à une autre, avec des prises de marge qui pourront aussi être un peu différentes. Le coût de la garantie. Donc, le coût de la garantie d'État, c'est en pourcentage du montant emprunté et ça dépend de la caractéristique de l'entreprise. Le montant de cette commission qui va être prise, il peut être intégré dans le financement. Donc, vous n'aurez pas à sortir de la trésorerie. Finalement, c'est l'emprunt qui va vous permettre de financer ce coût de la garantie qui est appelé au départ. Pendant la période de franchise, le coût de la garantie et les intérêts sont perçus auprès du client à l'issue de 12 mois. Et enfin, dans la phase d'amortissement, ce sera intégré aux échéances de crédit. Donc là, on est dans un système relativement classique de coût de garantie. On a essayé ici de vous résumer un peu les caractéristiques principales. Donc, je ne reviens pas dessus, étant donné que c'est ce qu'on vient de vous détailler. Ça vous permet d'avoir une fiche synthétique, puisqu'on vous enverra le support à la fin de la conférence. Voilà, et ici, on vous a remis aussi le fait que selon la taille d'entreprise, on a des quotités garanties et des primes de garantie qui sont différentes. Ce point-là, en fait, qui est le financement de la garantie, est le point le plus sûr, puisque aujourd'hui, les conditions sont affichées. Voilà, alors en matière de démarche à suivre, vous devez vous rapprocher de votre banque. Hein, et puis, en fonction de l'échange que vous allez avoir avec votre banque, vous allez vous apercevoir si vous avez ou pas des chances d'obtenir cet emprunt, auquel cas vous avez la possibilité évidemment de vous rapprocher d'autres banques. Voilà.
Ce qu'il faut bien voir avec votre banque, hein, et en particulier, c'est le montant du prêt. Hein, donc déjà vérifier que ce montant est bien éligible à la garantie de l'État et de déterminer correctement le montant que vous sollicitez. Alors, la démarche à suivre est différente pour les TPE, PME, ETI par rapport aux grandes entreprises. Alors, juste en préambule, hein, tout ce qui concerne les grandes entreprises, c'est-à-dire plus de 5000 salariés ou 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires, il y a des process très spécifiques qu'on n'abordera pas aujourd'hui. On reste dans des généralités. Alors, vous pouvez toujours revenir vers nous si vous en avez besoin pour obtenir plus de précision, mais comme c'est un sujet à part entière, nous avons fait le choix de ne pas aborder ces sujets très spécifiques aux grandes entreprises. En tout cas, en ce qui concerne la démarche à suivre pour les TPE, PME et ETI, il y a 4 étapes. Ces 4 étapes, donc l'étape 1, c'est donc l'emprunteur, vous préparez un dossier avec votre prévisionnel et vous faites directement votre demande de PGE auprès de votre banque. C'est la banque qui va étudier le dossier et elle va vous émettre un préaccord. Une fois que vous avez ce préaccord, vous devez vous connecter à la plateforme BPI France pour obtenir une attestation. Donc, on vous a mis le lien juste sur la droite, une attestation donc, qui vous permettra ensuite de revenir vers votre banque qui pourra procéder au décaissement des fonds. Alors, il y a eu des approfondissements concernant les délais, des éclaircissements ces derniers jours. Donc, il y a un délai maximum, normalement, de 5 jours pour le traitement. Alors, la garantie, elle est accordée de manière automatique par la BPI France pour les TPE, PME et ETI. Et normalement, il y a un délai d'instruction de 5 jours. Voilà, il faut savoir que vous êtes nombreux à nous faire des demandes pour vous appuyer. Aujourd'hui, au niveau du groupe, on fait notre possible pour vous accompagner, mais c'est vrai qu'on priorise pour l'instant les dossiers qui ont un assèchement de la trésorerie tel qu'on va vers un risque de liquidation à court terme. Voilà. On vous a mis dans la slide suivante la démarche à suivre de manière générale pour les grandes entreprises, sans rentrer dans le détail de quelques spécificités liées au groupe de sociétés. Alors, la procédure est un peu plus longue, puisque la garantie, dans ce cas-là, n'est pas automatique. Il faut d'abord avoir l'accord de BPI France pour ensuite se rapprocher de sa banque. Donc, je reprends les étapes. Donc, l'emprunteur prépare son dossier. Alors, vous remarquerez qu'on ne détaille pas ce qu'on entend par dossier, tout simplement parce qu'aujourd'hui, la loi ne précise pas ce que c'est qu'un dossier complet et que suivant l'interlocuteur que nous avons au niveau de la BPI France, nous n'avons pas les mêmes demandes. Voilà. Donc ensuite, étape 2, l'emprunteur transmet sa banque, sa demande à BPI France. Il est instruit par le Trésor, avec l'appui de la BPI France, évidemment. La garantie est accordée par arrêté individuel. Et ensuite, dernière étape, la banque peut accorder son accord ou pas pour le financement. On a tenu également à vous préciser qu'il y avait un engagement de responsabilité, mais uniquement pour les grandes entreprises, donc qui pourraient être amenées à bénéficier du PGE. Donc ces grandes entreprises doivent s'engager à ne pas verser de dividendes en 2020 ou s'engagent également à ne pas procéder à des rachats d'actions en cours de l'année 2020 à partir du 27 mars. Et en cas de non-respect de cet engagement, elles devront évidemment rembourser les sommes qu'elles auront perçues. Donc ce que je vous dis là pour les PGE est valable également pour les mesures en matière de report de charges fiscales et sociales. Voilà. Et d'ailleurs, pour les grandes entreprises, dans le dossier, au moment où ils vont instruire le dossier, il y a une clause résolutoire qui est introduite pour justement acter de l'engagement de la grande entreprise. Et je répète, parce que j'ai beaucoup de questions sur le sujet, ça ne concerne cet engagement que les grandes entreprises, donc les critères de plus de 5000 salariés. Alors, aujourd'hui, on constate quand même
sur le terrain que la mise en œuvre du PGE n'est pas si facile. Alors, pourquoi alors, on va essayer de comprendre, enfin, on a essayé de comprendre pourquoi est-ce que c'était pas si facile que ça. Alors, en tout cas, aujourd'hui, ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu encore peu d'ETI, de grandes entreprises, qui ont reçu leur financement PGE. Aujourd'hui, c'est principalement les TPE-PME qui en ont bénéficié. Il y a eu à peu près 150 000 dossiers traités. Il y a déjà eu 20 milliards qui ont été décaissés là, courant semaine dernière à peu près. Et il y a encore 20 milliards qui vont être décaissés courant semaine prochaine, avec une moyenne à peu près de 146 000 euros par prêt. Donc, il n'y a pas d'inquiétude à avoir concernant les déblocages des fonds. Le gouvernement a encore annoncé que s'il y avait besoin de plus de 300 milliards d'euros, qui débloquerait des fonds supplémentaires pour les besoins des entreprises. Alors aujourd'hui, on constate quand même que les banques sont mobilisées. Ce n'est pas une mauvaise intention de leur part, parfois, de ne pas accepter les dossiers, mais il y a quand même quelques points, malheureusement, qui les mettent dans l'inconfort. Et ça crée des incertitudes pour les emprunteurs. Alors, on va essayer de reprendre un peu quels sont ces points aujourd'hui qui nous posent des soucis. Déjà, il y a un délai de carence de 2 mois. C'est-à-dire qu'entre le moment où l'État prend le relais sur la garantie via la BPI et le moment où le dossier est accepté et instruit, il y a 2 mois pendant lesquels, s'il y a une défaillance de l'entreprise, c'est la banque qui supportera cette perte. Et puis la quotité, quand on compare par rapport à nos pays voisins, l'Allemagne, l'État garantit 100%. En France, malheureusement, jusqu'à 30%, dans certains cas, ça peut être, jusqu'à 30% de garantie, c'est la banque qui supporte. Donc le fait de supporter une partie du prêt fait qu'elle va analyser le dossier PGE comme un autre dossier classique, puisque l'objectif, c'est de se faire rembourser, soit à l'issue des 12 mois, soit à l'issue du remboursement dans un délai maximum de 6 ans. Même si aujourd'hui, on évoque le fait que c'est pour soutenir l'économie, la banque va, de manière, je dirais, complètement intuitive, favoriser malheureusement des dossiers à meilleure qualité de crédit par rapport à d'autres. On constate aujourd'hui, en termes de ratio, à peu près 15% de rejet en matière de dossiers. Le taux d'intérêt également, qui est un vrai sujet aujourd'hui, puisqu'on nous donne une indication sur les 12 prochains mois, mais on ne nous dit pas qu'est-ce qui va se passer par la suite. Le texte de loi ne vise que la première année. Donc forcément, on ne sait pas ce qui va se passer à l'issue du remboursement du prêt au-delà de 12 mois. L'option de prorogation jusqu'à 6 ans, elle est uniquement à la demande de l'emprunteur. C'est-à-dire que la banque n'a pas son mot à dire dans ce cadre-là. Donc c'est tous ces éléments-là, malheureusement, qui vont faire qu'un dossier PGE va être regardé par la banque comme un dossier classique. Il y a eu des clarifications qui ont été apportées ces derniers jours, mais il y a encore des points qui restent en suspens et qui portent à débat. Donc, la détermination du montant maximum, elle a été reprécisée notamment pour les entreprises de plus de 5 000 salariés et de plus d'1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Pour les autres, on part du chiffre d'affaires des entités françaises par sirène, en faisant référence à la liesse fiscale, y compris en intégrant le chiffre d'affaires export, et on ne retraite pas les flux intra-groupes. Il y a également eu des délais qui ont été annoncés concernant les process d'octroi. 5 jours pour les process d'octroi de masse et puis 7 jours à 8 jours pour les process d'octroi individuels. Le cas des entreprises en difficulté, ça reste aujourd'hui un vrai sujet. Comme on l'a évoqué au début de ce webinaire, on a dit que sont exclues du PGE les entreprises qui sont en procédure de sauvegarde, redressement judiciaire et liquidation judiciaire. Très bien, mais il reste toutes les autres, celles qui sont notamment dans le cadre d'une procédure ad hoc, par exemple, ou celles qui sont en cours de remboursement d'un plan de redressement avant le 23 mars. On nous dit quand même qu'il y a une référence à une note FIBEN pour déterminer si on octroie ou pas, enfin si la banque octroie ou pas le prêt à l'entreprise.
Donc voilà, et puis malgré ces clarifications, on a quand même on constate quand on présente un dossier des différences significatives dans l'approche et des discours entre BOC pour un même client ou entre entreprises clientes pour une même banque. Voilà, donc on a quand même un discours qui n'est pas toujours le même. Alors, face à tout ça, quelques conseils pour vous faciliter l'obtention. Le plus simple, c'est d'être clair dans ce qu'on demande et de bien avoir préparé son dossier. D'abord, dans la préparation du dossier, pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Certains établissements bancaires vous connaissent bien depuis un certain temps et ne demandent que une documentation allégée. Donc, n'hésitez pas à échanger dès le départ sur la documentation à fournir. Une attestation de chiffre d'affaires est plus simple à faire qu'un prévisionnel. Ceci étant dit, selon le montant que vous allez demander, bien évidemment, certains établissements bancaires seront plus durs et sur les sociétés qui en ont vraiment besoin, c'est souvent des sociétés qui ont quand même une difficulté de trésorerie. Donc, il faut avoir pour ça des billes pour pouvoir répondre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire une approche structurée et documentée. Un banquier, ça reste un banquier, il fait son travail de banquier et c'est bien normal. Donc, c'est la banque prêteuse qui décide à la fin du prêt, c'est pas la BPI. Donc, la banque prêteuse, elle doit avoir un dossier qui réponde à ces questions. Et pour ça, la meilleure chose que vous puissiez faire, c'est de bien monter le dossier. Ce qui va vous aider en plus pour la suite, puisqu'on a vu au départ qu'il était important d'avoir des scénarios, de savoir quels seront les impacts de la durée de crise, etc. Donc, quantifiez bien vos impacts. Détaillez les liquidités d'avant-crise et prévoyez bien votre trésorerie à venir pour pouvoir monter votre dossier et être le plus cohérent possible lorsque vous déposerez le dossier auprès de la banque. Écoutez, merci déjà sur cette partie sur le PGE. Alors, on a quelques questions et surtout, j'en reprofite pour dire à tout le monde, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur le petit message, le petit chat en ligne. Vous avez une petite bulle pour poser vos questions et on les posera à la fin du webinaire. On a un client qui nous dit « Que se passe-t-il si mon prêt PGE est refusé par ma banque? Est-ce que j'ai d'autres solutions ?» Alors oui, on a d'autres solutions. D'abord, faites le tour des banques, c'est la première chose à faire si vous avez plusieurs banques. Après, vous pouvez toujours avoir un non parce que votre dossier n'est pas finançable, soit pour des raisons techniques, par exemple la moitié du capital social, si vous êtes en deçà, un PGE ne peut pas fonctionner. Donc vous pouvez peut-être aller chercher d'autres financements que le PGE, puisqu'il en existe, on va les voir juste après. Et enfin, la dernière solution, si vraiment ça passe pas, c'est de saisir le médiateur du crédit. On va en reparler juste après. Très bien. Donc oui, on a quelqu'un qui nous parlait du prêt rebond full digital. On va en parler effectivement juste derrière de ce prêt qui est autre chose que le PGE. On l'a déjà dit, je crois, mais quelqu'un nous demandait en tant que propriétaire immobilier, est-ce qu'il a droit à demander un PGE si ses locataires, par exemple, ne le payent pas et que lui a son emprunt de propriétaire foncier à rembourser? Malheureusement, tout ce qui compte, le PGE ne concerne pas les activités immobilières et patrimoniales, ça ne concerne que les activités économiques. D'accord. Donc, il n'est pas éligible. Et une autre question, on a un client qui n'a pas forcément de difficultés financières pour le moment parce qu'il a un petit peu de trésorerie d'avance. Est-ce qu'il faut qu'il demande quand même le prêt pour pouvoir en bénéficier, vu que ça ne coûte pas très cher, ou est-ce qu'il vaut mieux attendre et attendre les difficultés? Alors, attendre de voir quand ça se passe mal, c'est comme partir en mer sans avoir un gilet de sauvetage. C'est possible, mais ce n'est pas la solution qu'on va lui conseiller. Aujourd'hui, c'est quand même très atypique la relation bancaire. Et pour la vivre au quotidien, je pense que mes confrères seront tous d'accord s'il y en a, pour dire qu'on est dans une vraie relation tripartite entre le client, le banquier et l'État qui regarde derrière. Donc pour nous, il faut que vous profitiez de ce moment-là pour peut-être vous assurer la sécurité de demain. Les difficultés pour un certain nombre d'entreprises, ce ne sera pas en mai, ce sera en décembre, ce sera en mars,
quand tous les tiers autour auront des difficultés et du coup, il y aura peut-être un manque de trésorerie. Et là, on sera bien content d'avoir anticipé. Surtout que ce prêt, on le rappelle, au bout des 12 mois, peut être remboursé si effectivement, on vous le souhaite, vous n'avez pas eu besoin de l'intégralité de l'enveloppe. Donc, on est plutôt effectivement dans cette démarche à vous conseiller de profiter de ces mesures. C'est tout sur les questions pour le moment sur le PGE, donc je vous relaisse la parole et on vous retrouve tout à l'heure. Donc, on va repartir sur les autres solutions. Donc, les autres solutions. Alors, les autres solutions, alors on a les mesures BPI. Aujourd'hui, la BPI France met des garanties supplémentaires. Donc, il y a un renforcement de l'intervention de BPI dans le coût des garanties, ce qui permet pour des prêts qui sont mis en place de renforcer donc le fonds de roulement ou de consolider les crédits à court terme existants avec un renforcement de la garantie de BPI France, par exemple. Voilà, sur des renouvellements ou des mises en place de lignes de crédit court, sur une durée de 12 mois, on peut également solliciter la garantie de BPI France. BPI France propose deux types de prêts, le prêt rebond et le prêt à tout. Alors, qui est concerné? Alors, pour le prêt rebond, ça concerne les TPE et les PME. Pour les prêts, le prêt à tout, ça concerne les TPE, PME et ETI. Voilà, donc il faut avoir au minimum un premier bilan de 12 mois et comme toujours, ça exclut certains secteurs d'activité. Donc il faut se rapprocher de la BPI via leur site internet et remplir un formulaire pour pouvoir obtenir plus d'informations et éventuellement souscrire à ces prêts. Voilà, donc en quoi consistent les prêts rebonds et le prêt à tout, Donc c'est un financement à moyen terme pour des besoins de trésorerie liés à la situation qu'on connaît aujourd'hui et donc à l'augmentation exceptionnelle du besoin en fonds de roulement. Alors il y a des limites, la limite des fonds propres, avec de préférence un adossement sur un financement bancaire existant. Et il n'y aura pas de garantie complémentaire. Donc, on vous précise pour chacun des prêts quelle est l'enveloppe, la durée et éventuellement les différés. Il y a aussi un petit nouveau, prêt rebond full digital. Donc, ça, c'est quelque chose qui arrive dans quelques jours. Ça a été annoncé en toute fin de semaine dernière. L'idée, c'est en partenariat avec les experts comptables que nous sommes, de proposer aux TPE-PME qui ont un chiffre d'affaires inférieur à 750 000 d'avoir un prêt entre 10 et 50 qui est cumulable avec le prêt garanti. Alors, moi, j'ai plutôt tendance à dire il a l'avantage d'avoir certaines exclusions, certaines personnes qui sont incluses du PGE peuvent bénéficier de ce prêt, l'inverse n'étant pas vrai. Et il est remboursable sur 7 ans après 2 ans de différé. Donc clairement, c'est un très bon outil qui va permettre à ceux qui ont des difficultés, soit par exemple les difficultés de capitaux propres que j'évoquais, soit qui n'arrivent pas à avoir un PGE, soit qui ont besoin d'un complément en plus du PGE, de trouver un financement. En termes d'organisation, donc la plateforme n'est pas ouverte à aujourd'hui, en tout cas pas à ma connaissance, mais ça a l'air relativement simple. Vous contactez votre expert comptable, on monte le dossier, on dépose en ligne un certain nombre de documentations et il y a une procédure assez rapide puisqu'il prévoit un décaissement en 3-4 jours. Donc ça veut dire qu'en 8 jours, entre la préparation et la finalisation, vous pouvez avoir ce prêt. Voilà, alors en termes de financement supplémentaire proposé par la BPI France, on a également l'avance plus renfort, donc il peut atteindre 30% d'autorisation de crédit initial, c'est décaissable en une fois et remboursable en 18 mois, dont 6 mois de franchise d'amortissement. Donc ça s'adresse aux TPE et aux PME qui ont déjà donc une ligne court terme avance plus classique chez BPI France. Et donc, si vous êtes concerné par cela, vous pouvez vous adresser à votre chargé d'affaires à BPI France. Voilà, donc le réaménagement des prêts en cours, vous pouvez reporter les échéances de 6 mois, ça on l'a déjà évoqué. Donc BPI France a fait une annonce spécifique pour dire qu'elle reportait automatiquement les échéances de 6 mois en principe, et c'est toutes les entreprises qui ont évidemment un prêt en cours chez BPI France. Alors en ce qui concerne les aides,
Il faut aussi savoir que vous avez des acteurs du microcrédit, France Initiative, le réseau Entreprendre. Tous ces acteurs-là sont aujourd'hui en train de développer des aides complémentaires. Donc là, on est plus sur TPE et jeunes entreprises. N'hésitez pas à les solliciter si vous êtes déjà au sein de ces réseaux-là pour bénéficier de prêts complémentaires sur ce qu'on appelle des prêts bridge, puisque souvent on est dans des situations où le PGE est parfois difficile à mettre en œuvre. Donc voilà, vous avez Réseau Initiative, Entreprendre, et puis enfin France Active qui propose ces prêts à taux zéro. Bon, et si tout ça marche pas, on se posait la question tout à l'heure, qu'est-ce qu'on fait? Alors, qu'est-ce qui reste une fois qu'on a utilisé toutes ces batteries de financement et qu'on n'a pas malheureusement obtenu quoi que ce soit? Eh bien, il reste la médiation du crédit. Donc, qui est concerné? Donc, c'est toute entreprise, quelle que soit l'activité, quelle que soit la forme. Voilà, exception, malheureusement, les entreprises qui sont en cessation de paiement, il faut des perspectives de développement économique post-crise. Voilà, donc vous pouvez saisir la médiation du crédit en déposant un dossier sur le site médiateurcrédit.banque-france.fr et en principe, ils sont assez réactifs. Alors, la médiation du crédit existait déjà avant évidemment cette crise sanitaire et on sait qu'avant la crise sanitaire, il y avait un taux de succès de 65%. Bon, aujourd'hui, si la médiation est un peu plus sollicitée, peut-être que le taux sera moins important, mais il reste toutefois important. Donc, on peut obtenir gain de cause grâce à la médiation du crédit. Donc, il faut pas hésiter à saisir. Surtout que c'est assez simple dans la démarche. Alors, un petit mot sur la médiation de crédit. On était hier à une conférence avec le MEDEF et le médiateur du crédit régional. Clairement, il a fait passer un message fort en disant qu'ils étaient sur le pont pour tout faire pour aider les entreprises s'il y avait des difficultés. Donc, vraiment, on a senti un message d'accompagnement de cet acteur. Il a été créé il y a un certain temps maintenant pour y avoir déjà eu recours. Il ne faut pas que vous hésitiez si vous sentiez une tension. C'est un vrai facilitateur et contrairement à d'autres acteurs, c'est gratuit. Bon, et après, qu'est-ce qu'on fait après? C'est une vraie question Oui. qu'il faut se poser. Aujourd'hui, vous êtes confinés. Ce qui est important pour nous, c'est que vous soyez en mesure de préparer la sortie. Préparer la sortie, ça veut dire quoi? Ça veut déjà dire, et on l'a dit au départ, mais c'est très important de l'avoir en tête, qu'il faut que vous ayez, vous, pour votre activité, des scénarios. Et que vous soyez au moins capable d'avoir 2 scénarios pour que vous puissiez vous adapter vos coûts, adapter votre manière de travailler et adapter vos équipes qui sont en chômage partiel peut-être, pour que vous soyez prêts selon ces scénarios à réagir. Peut-être que ce sera qu'un mois et demi, mais qu'est-ce qui se passe si le 11 mai, on nous confine jusqu'à fin juin? J'ai pas envie que ce soit le cas. Je pense qu'on est tous à avoir envie que cette crise sanitaire sorte, mais c'est possible. Donc, il faut que vous ayez un deuxième scénario. Et si vos clients ne reviennent pas et ne recommandent pas d'ici 3 mois et au lieu d'un mois et demi, qu'est-ce qu'on fait? Si vos flux logistiques sont bloqués parce que la Chine n'a pas rouvert son port, il faut que vous soyez prêts à avoir plusieurs scénarios. La meilleure manière d'agir, c'est d'anticiper. Oui, alors il faut effectivement mettre une vraie culture cash aujourd'hui dans l'entreprise. Alors bon, aujourd'hui on constate que suivant la taille de l'entreprise, suivant l'état de la trésorerie qui existe, le degré de maturité de la culture cash n'est pas la même d'une entreprise à une autre. Mais aujourd'hui, le cash, ça doit devenir la préoccupation de tous les acteurs opérationnels de l'entreprise. À tous les niveaux. Il faut, alors quand on a plusieurs services, il faut mobiliser l'ensemble des services et analyser avec l'ensemble des services tout ce qu'il peut y avoir comme impact sur la gestion du cash.
Il faut regarder les crédits clients, le coût du stock, etc. Alors bon, juste un petit aparté concernant le coût du stock. Bon, on a beaucoup d'entreprises qui fonctionnent en flux tendu, pardon, parce que d'avoir du stock, ça coûte de l'argent. Bon, certes, mais aujourd'hui, on constate quand même que dans certains secteurs, heureusement que certaines entreprises avaient du stock et qu'elles ont pu faire face dans un contexte actuel à l'approvisionnement. Voilà, donc le coût du stock, c'est un vrai sujet. Il ne faut pas partir non plus dans la perspective d'aller vers du zéro stock. Tout dépend de l'entreprise, tout dépend quel type de stock l'entreprise dispose et quelle est son utilité dans les prochains mois. Voilà. Donc, il faut vraiment donner une place importante et primordiale dans la gestion de la trésorerie pour justement piloter l'entreprise. Donc, la trésorerie quotidienne, c'est gérer les flux de liquidités, c'est aussi prévenir les risques financiers. Vous avez un petit schéma sur la droite, en escalier. Alors, il y a 3 choses. Il y a le risque, le volume et le temps. Le risque, c'est qu'on va faire on va avoir une approche par risque, c'est qu'on va faire différents scénarios, suivant ce que vous a expliqué juste avant Jean-François. Et suivant ces différents scénarios, on va faire une estimation du volume de chiffre d'affaires, etc., d'encaissement, de dépenses. Et en fonction de ce volume-là, on va travailler sur des durées. Parce que suivant comment on appréhende le risque, eh bien la durée ne va pas être la même. Donc, il faut vraiment avoir en tête, quand on est à l'abord la trésorerie de l'entreprise, il faut avoir vraiment en tête ces 3 variables, le risque, le volume et le temps. Voilà, donc la gestion de la trésorerie, c'est un arbitrage systématique entre la sécurité et l'efficacité, la liquidité, la rentabilité et la solvabilité et le risque. Donc, alors voilà, suivant donc le degré de maturité de la gestion de la trésorerie de l'entreprise, chacun a un degré de maturité différent. Maintenant, il faut quand même avoir une vision à court terme, et au minimum dans cette vision à court terme, c'est lister donc les dettes fournisseurs de manière exhaustive, c'est noter les dépenses pour les 6 prochains mois, donc charges de personnel, loyer, emprunt bancaire, etc. Avec évidemment les charges de personnel, intégrer tout ce qui est lié au chômage partiel, le loyer, si vous avez pu bénéficier d'un report ou pas, les emprunts bancaires s'il y a des suspensions ou pas. Voilà, si vous décidez de faire un PGE, si vous décidez de rembourser au bout des 12 mois ou si vous repartez sur un remboursement. Voilà. Et ensuite, le chiffre d'affaires, ça va être variable en fonction des secteurs, parce qu'il y a des secteurs qui souffrent beaucoup de la crise, comme le tourisme ou les restaurants. Et puis, il y a des secteurs comme la pharmacie qui, eux, ont été peu impactés par la crise, au contraire même. Et puis, il faut avoir aussi une vision à moyen et long terme. Et c'est là où on va avoir plusieurs scénarios. Donc, est-ce qu'on va avoir un plan pessimiste sur des prévisions de chiffre d'affaires différents? Et il faut prévoir aussi des marges de manœuvre, au minimum 15%. Alors, en conclusion, il faut que vous prépariez le déconfinement pour être prêt et que vous prépariez sous plusieurs aspects. D'abord, ça fait 1 mois, donc ça fait quand même pas très longtemps cette crise. Et cette crise, c'est pas au départ une crise économique. C'est une crise des flux humains et des flux logistiques par l'absence de flux humains et de la crise sanitaire. Donc soyez prêts et très vigilants à vos flux humains. L'homme, ça reste au cœur de votre société. Préservez-le pour qu'il soit en bonne santé. C'est votre premier intérêt et c'est ce qui fera votre force. Préservez aussi vos flux logistiques. Pour que tout ça se soit préservé, ayez en tête vos flux de trésorerie et on a essayé de vous démontrer que le fait d'anticiper, d'avoir de l'argent d'avance, c'était le meilleur moyen de sécuriser ce point. Cependant, avoir de l'argent ne veut pas dire faire de l'argent. Et c'est pas parce que vous rentrez en crise que vous obtenez un prêt que dans 1 an, vous aurez une meilleure marge. Donc, travaillez sur comment vous allez rattraper vos marges dans un contexte économique qui sera peut-être un peu plus difficile. Et travaillez-y parce que les prêts que vous faites aujourd'hui, c'est les prêts que vous rembourserez demain. Et donc, la marge de demain, elle va devoir se renforcer si vous utilisez des prêts dès aujourd'hui. Malheureusement, un prêt reste un prêt et un jour, il faudra le rembourser. Le crédit interentreprise, c'est central. La fidélité que vous pouvez avoir avec vos partenaires, c'est ça qui va vous aider à être agile à la reprise. Donc, essayez de les soigner pendant cette phase-là. On est à la moitié à peu près. Essayez de les soigner, de prendre soin d'eux et, dans la mesure du possible, de les payer parce qu'ils seront à vos côtés si vous y arrivez.
Et Fideliance, s'il y a fidélité dedans, c'est pas pour rien. La fidélité, c'est un atout central pour une entreprise. La préparation, il faut être prêt pour votre prise. Vous avez encore un mois devant vous. Soyez prêt pour que quand ça redémarre, vous ayez réglé tous les problèmes de fond et que vous soyez sur le pont pour gérer avec vos clients. Il faut être prêt le plus tôt possible. Enfin, les besoins clients et salariés, ils vont évoluer. Il ne faut pas croire que rester confiné pendant 2 mois, ça n'aura pas d'impact sur vos salariés ou sur vos clients. Et ça, il faut être prêt à réagir. On parlait au départ de la crise comme un changement des équilibres. Il va y avoir des équilibres qui vont changer. Alors, on peut y voir que des côtés négatifs, mais on peut aussi y voir des belles opportunités. Aujourd'hui, les circuits courts sont en train de se développer de façon massive. Est-ce que vous avez une place là-dedans ? Le télétravail, l'évolution du digital, comment vous allez le gérer? Comment vous allez vous adapter et l'utiliser pour en faire une force? L'annulation, c'est un point qui va être central. Vous aurez des annulations beaucoup plus fortes sur la dernière phase de 2020. Comment vous allez gérer ces annulations de chantier, ces annulations de commandes? Parce que les gens seront malades, parce qu'il y aura du déconfinement. La santé est en train de devenir quelque chose de central. Est-ce que ça peut vous toucher? Est-ce que vous pouvez y avoir un intérêt? Et enfin, pour le clin d'œil, les jeux vidéo, si vous n'en faites pas, c'est le bon moment parce qu'il y a 40% d'augmentation de l'utilisation. Donc, c'est peut-être le moment de créer une boîte de jeux vidéo. Voilà ce qu'on avait à vous dire. On espère qu'on vous a intéressé. On est désolé, on est un petit peu en retard. Y a-t-il quelques questions? Alors oui, on a quelques questions assez précises. Quelqu'un qui nous dit actuellement, donc je suis en découvert, je suis en attente de mon prêt PGE, la banque ne m'a pas répondu et j'ai des agios. Est-ce qu'elle a le droit de me compter des agios? Elle a le droit, oui, elle peut émettre des agios, c'est contractuel, ça fait partie des règles du jeu avec les banques. Maintenant, il y a eu un courrier, enfin un communiqué de presse par la Fédération du réseau bancaire qui s'engage à soutenir les entreprises et il faut y faire référence en s'y adressant à son banquier en lui demandant de bien vouloir faire une remise de ces agios compte tenu du contexte et de l'engagement pris par la Fédération des réseaux bancaires. Oui, donc comme ce que nous disait Jean-François tout à l'heure, effectivement, il faut essayer d'avoir les meilleures relations avec son banquier, même si on sait qu'on est tous dans une situation de stress et qu'on aurait envie que les fonds soient débloqués plus vite. Mais voilà, il faut essayer de rentrer dans une logique de discussion et vous avez toujours effectivement la solution du médiateur du crédit si vraiment vous heurtez à un mur. Hein. Ça reste une solution possible. On a également une question sur l'assurance invalidité décès de l'emprunteur par rapport à tous ces prêts. Est-ce que celle de la banque est obligatoire? Alors, en tout cas, sur la partie PGE, c'est pas prévu qu'il y ait une assurance décès. Maintenant, si l'emprunteur veut souscrire à une assurance décès, il peut le faire. Maintenant aussi, la banque a le droit de mettre certaines conditions spécifiques. Il est possible que ce soit une demande de la banque. La loi Hamon ayant permis la libre concurrence sur ces assurances, peut-être, et là je parle, il faudrait le valider auprès d'un spécialiste du droit bancaire, mais moi il me paraît tout à fait possible d'aller à la concurrence sur ce type d'assurance qui normalement reste à la libre concurrence si c'est une demande spécifique de la banque. Alors, on a quelqu'un qui nous demande pour le prêt rebond full digital, faut-il faire la demande directement à son expert comptable? Alors, on n'a pas encore toute l'ouverture du prêt rebond n'a pas encore été ouverte. Hein. Je crois que ça va être fait la semaine prochaine. Et effectivement, a priori, c'est un partenariat qui va être fait avec les experts comptables. Oui, tout à fait. Oui, l'objectif, c'est de simplifier en fait la procédure pour un décaissement des fonds très rapidement au bout de 4 jours. Donc par un dépôt du dossier sur Internet et en allégeant les documents, voilà, enfin la documentation du dossier doit être allégée. Alors, je crois qu'on a déjà répondu à cette question. Au niveau des dividendes, si j'ai un PGE, est-ce que je peux quand même procéder à une distribution de dividendes? Bien sûr. Peut-être rappeler.
Oui, alors l'engagement de non-distribution de dividendes ne concerne que les grandes entreprises, hein, et les grandes entreprises, c'est plus de 5000 salariés et plus de 1,5 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Donc, si vous n'êtes pas une grande entreprise, vous pouvez distribuer des dividendes. Alors, on a quelqu'un qui nous dit avoir une mission uniquement sociale chez nous. Est-ce qu'on peut l'aider pour le prêt rebond full digital? Donc, j'ai envie de répondre oui. Après, voyez avec l'expert comptable qui s'occupe de vous sur la partie paye, parce que si vous avez un autre cabinet qui s'occupe de vous sur la partie comptabilité, ça sera donc avec lui. Je pense qu'il faudra voir le sujet, mais n'hésitez pas à revenir vers nous et à nous poser la question directement. On verra ce qu'on peut faire pour vous avec plaisir. A priori, je n'ai pas d'autres questions. Donc, cette présentation va vous être adressée par mail. Hein. On va vous adresser un lien qui vous permettra de la télécharger. Et le webinaire aussi sera à disposition sur notre site. Donc, n'hésitez pas à revenir vers nous. Et on nous demande quand est-ce qu'on saura pour le prêt rebond. Donc, c'est dans les 6 jours de la demande. Le prêt rebond, il va être mis en place début de semaine prochaine. Et ensuite, la réponse sera sous 5 ou 6 jours. C'est ça, Imen, hein? Oui, c'est ça, oui. Donc, merci à tous de votre attention. Un merci particulier à celui qui a laissé son micro ouvert avec les oiseaux. Ça nous a donné un petit côté champêtre. Et puis, on se fera une joie de vous réinviter au prochain webinaire qu'on donnera, puisqu'on a d'ores et déjà prévu d'en faire d'autres. Et enfin, on espère que tout le monde a pu y participer, parce que vous avez été plus nombreux que prévu. Donc, on espère que tout le monde a pu venir, puisqu'on était limité à 250 personnes. Bonne journée à tous. Bonne journée, au revoir. Bonne journée à tous. Merci à vous. Merci, au revoir.